Bonsoir Léo Dupire. Bonsoir à vous. Vraiment content que vous ayez accepté l'invitation d'être avec nous ce soir sur le plateau de Théovox Actualité pour nous parler notamment de MNBC ou de la monnaie numérique. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet parce qu'on a vraiment un temps alloué puis il y a beaucoup de choses à dire sur cette monnaie numérique-là. La Banque du Canada parle d'un dollar numérique ou d'une modernisation qui serait inévitable. Mais est-ce que c'est vraiment une avancée, Léo, ou c'est une perte de liberté déguisée, en quelque sorte? Bien, effectivement, on peut se poser la question. Ce que beaucoup de citoyens au Québec, au Canada, craignent, avec raison de mon point de vue, c'est que, là, en l'occurrence, la Banque centrale du Canada, maintenant que si le dollar est numérisé, entièrement numérisé, puisse contrôler chacune de nos transactions. Donc, on se rappelle, en 2022, pendant le convoi des camionneurs, il y a, par exemple, des mères de famille qui avaient fait un don de 50 $ aux camionneurs, qui ont vu leur compte gelé et sans décision judiciaire, sans qu'un juge statue sur la question. Donc, c'était vraiment un abus de pouvoir de la part du gouvernement fédéral. Et si on a un dollar entièrement numérique, ça pourrait être ça puissance 10. C'est-à-dire que l'État canadien pourrait contrôler chacune de nos transactions. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui inquiète beaucoup des citoyens et de mon point de vue, avec raison, on devrait s'en méfier. Oui. Comment qu'on explique, Léo, que tant de pays, on parle de 134 pays à ce jour, qui avancent dans la mise en œuvre d'une MNBC en même temps? Y a-t-il une coordination mondiale derrière ce mouvement de monnaie numérique? Bien, effectivement, il semble y avoir une coordination. Tu sais, quand 134 pays bougent en même temps, on peut se poser des questions. Ça fait un peu penser à ce qu'il y a eu lors de la COVID, où tous les pays, ou presque à des degrés divers, là, ont imposé des mesures liberticides qui, en fin de compte, n'ont pas vraiment changé grand-chose. En tout cas, n'ont pas amélioré la santé publique, disons ça comme ça. Eux, ils nous dépeignent ça comme l'évolution naturelle de la technologie, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est évidemment, je ne suis pas contre la technologie, mais en tant que Québécois, en tant que citoyen, je pense qu'on devrait se méfier justement de l'utilisation de certaines technologies dans les mains de l'État, surtout un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement libéral, qui nous a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il n'hésitait pas à abuser de son pouvoir. Absolument. Là, évidemment, si cette monnaie numérique, ce qu'on appelle MNBC, voyait le jour, le cash disparaîtrait. Qu'est-ce que nous perdrions vraiment comme citoyens si le cash, l'argent papier, disparaîtrait demain matin? Bien, le cash, c'est la liberté, en fait. Ouais. C'est la possibilité de pouvoir faire des transactions de personne à personne sans l'intervention de l'État, dans certains cas sans que l'État le sache. Et encore une fois, on a vu l'utilité de ça, ou l'utilité potentielle de ça pendant, par exemple, la crise des camionneurs, où quand l'État peut justement gérer ou voir et déterminer qui a le droit d'envoyer tel dollar à telle personne. Parfois, ça va un peu trop loin. Puis ça fait penser un peu à entre autres, ce qu'on a vu en Chine il y a quelques années. Certains diront, la comparaison est un peu abusive, mais le système de crédit chinois, le crédit social chinois, c'est ça. C'est des gens qui, même aux yeux du gouvernement chinois, ne sont pas nécessairement des criminels, mais sont de mauvais citoyens, pour une raison ou une autre, parce qu'ils ont critiqué Xi Jinping il y a 5 ans sur tels réseaux sociaux. Et donc là, ils ne peuvent plus prendre le train, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école potentiellement. Donc, c'est le genre de mesures extrêmement inquiétantes qui sont rendues possibles par, justement, cette technologie de MNBC, monnaie numérique de Banque centrale. Là, on sait qu'il y a comme un courant qui a été mis en place de suspecter les gens qui iraient à la banque faire un retrait de 2000 $ et plus. En permettant aux autorités de suspecter automatiquement toute somme en espèces supérieure à 2000 $ comme je viens de l'évoquer, le gouvernement du Québec ne contribuerait-il pas à faire de l'argent comptant un objet de soupçon permanent, voire un symbole de criminalité? C'est ça, on est presque... ce dont tu parlais ici, là, c'est le projet de loi 54, qui est maintenant la loi 54. Puis comme la plupart des projets de loi, c'est un long projet de loi et il y a un amendement qui a été glissé là-dedans sur le fait qu'une personne qui est prise en flagrant délit d'avoir plus de 2000 $ cash, l'argent peut être saisi par les policiers parce qu'il y a comme une présomption de criminalité. Ce qui est extrêmement inquiétant, parce qu'en plus, il y a toutes sortes de bonnes raisons potentiellement d'avoir de l'argent cash. Par exemple, si tu vas acheter un véhicule, bien évidemment, ça risque de coûter plus de 2000 $. Puis souvent, les gens acceptent seulement le cash. Donc, c'est très inquiétant.
Et effectivement, l'État québécois ici, en collaboration avec l'État fédéral, peut-être, comment dire, nous avance un peu plus loin dans la direction de la criminalisation du cash, qui est définitivement pas une bonne chose de mon point de vue. Non, absolument pas. John Carpay, qui est le président de Justice Center for Constitutional Freedom, a écrit un excellent article sur le MNBC. Probablement qu'on le mettra justement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez à la maison lire cet article-là qui a été fort éducatif, en tout cas en ce qui me concerne pour moi. John Carpay fait un parallèle troublant entre le MNBC ou la monnaie numérique et le système de crédit social en Chine, on vient d'en parler. Est-ce qu'on pourrait penser que le Canada pourrait glisser dans un tel système à court, moyen ou long terme? Ben écoutez, c'est un peu, ça me fait penser au fameux livre de Friedrich Hayek, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, la route de la servitude, en français, The Road to Serfdom. Ça commence par des petits pas, puis éventuellement, c'est un engrenage qui peut mener à des trucs assez inquiétants, peut-être une société, disons un État autoritaire assez radical. Donc, c'est le genre de truc, moi je pense qu'il faut être inflexible sur le cash, le fait que le cash est important dans nos vies, puis on ne devrait pas permettre à l'État de criminaliser ou de réglementer très sévèrement l'utilisation du cash. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans nos vies. Et effectivement, on n'aura pas un système de crédit à la chinoise demain matin, heureusement. Mais à terme, on ne sait jamais avec l'évolution. Il y a certaines tendances politiques assez inquiétantes. Donc, moi, je pense j'appelle tous les citoyens à être pas méfiants, mais à être attentifs sur cette question. Ouais. On l'a invoqué en février 2022. Il y a eu le gel des comptes bancaires des Canadiens pacifiques qui étaient là, justement, dans le cadre du convoi des camionneurs. Est-ce que ça serait le précédent qui prouve que la MNBC serait une arme politique redoutable entre les mauvaises mains des politiciens qui voudraient s'en prémunir afin vraiment de gérer puis de s'immiscer dans la vie quotidienne des gens, dans leur consommation? Bien, c'est un avertissement clair. Puis moi, pour être tout à fait honnête avec vous, le gouvernement libéral, je ne lui fais pas confiance sur cette question-là. Sur d'autres questions aussi. La liberté d'expression, on a vu, il y a eu la prorogation du Parlement, donc ça a tué ce projet de loi-là. Mais le projet de loi 63, ceux qui s'y intéressent, allez lire là-dessus. Ça aurait, par exemple, potentiellement une personne qui aurait laissé, disons, un commentaire sur Facebook ou Twitter aurait pu être condamnée à la prison à vie. Il y aurait même eu des peines de prison à domicile qui auraient été préventives. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait pu laisser un commentaire potentiellement illégal à l'avenir sur les réseaux sociaux aurait pu être pénalisée, voire emprisonnée chez elle de manière préventive. Donc, quand on voit un gouvernement mettre de l'avant de telles mesures liberticides, moi, je ne lui fais absolument pas confiance, que ce soit M. Trudeau ou M. Carney, qui est potentiellement encore pire que Trudeau de mon point de vue. Et donc, je ne veux pas qu'ils aient en leur pouvoir une monnaie numérique de banque centrale qui permettrait de centraliser et de contrôler toutes les transactions au Canada. Oui. On a parlé de restrictions, Léo. Quand on parle de restrictions potentielles que pourrait emmener la mise en place d'une monnaie numérique, on parle de quoi comme restriction sur les consommateurs? Bien, écoute, c'est là, on est dans tout. l'hypothétique, dans la spéculation, évidemment. Potentiellement, c'est tout, mais on a vu récemment qu'il y a, disons, une certaine caste internationale et un certain nombre de bien-pensants qui se sont mis à critiquer, voire à vouloir chercher l'interdiction des voitures à essence, évidemment, on est au courant, des poêles au gaz, même la viande, apparemment, ce serait de la masculinité toxique de consommer de la viande et ce serait catastrophique pour la planète. Donc, on voit vraiment un mouvement, je dirais, ce qu'on pourrait qualifier de gauche autoritaire qui est en train de s'imposer de plus en plus en Occident. Et je pense que M. Carney est un bon exemple de ça pour ceux qui sont au courant de certains de ses écrits dans le passé, entre autres sur la question climatique. Et donc, je crois que c'est une mauvaise idée de donner encore plus de pouvoir à cette caste-là pour limiter nos libertés individuelles. Est-ce que vous pensez que l'argent liquide serait, dans le fond, le dernier espace de liberté anonyme dans une société qui est de plus en plus numérisée et hyper connectée?
C'est une bonne question, effectivement. On peut voir ça comme ça. C'est vraiment un des derniers remparts, effectivement, non numérisés de la société. Donc, c'est important de le préserver. Absolument. Ouais, c'est ce que je pense. Pourquoi les citoyens devraient-ils se méfier du système qui leur promet simplicité et sécurité, mais qui enlève toute forme de confidentialité financière? Bien, c'est extrêmement inquiétant et je pense que c'est Benjamin Franklin de mémoire qui disait quand on choisit la sécurité avant la liberté, au final, on n'a ni l'un ni l'autre. Je paraphrase. Ouais. Mais effectivement, on a vu la même chose pendant la COVID, c'est-à-dire que, certes, initialement, j'étais comme tout le monde, nouvelle maladie, tout le monde s'inquiète, mais on a vu que rapidement, les gouvernements ont profité de cette crise-là pour abuser de leur pouvoir et empêcher les gens d'aller voir leur famille à l'hôpital ou de célébrer Pâques à l'église ou en tout cas toutes sortes d'abus dont nos auditeurs et nos téléspectateurs se rappellent sûrement. Mais quand on voit ça, effectivement, on se dit le cash, c'est un des derniers remparts, disons, de notre liberté non numérisée. Ouais. Donc, c'est important à préserver. Absolument. Quelle alternative concrète ou communautaire pourrait émerger face à une économie totalement numérique contrôlée par l'État? Est-ce que l'or, l'argent ou les crypto-monnaies décentralisées pourraient redevenir des valeurs refuges? Effectivement. D'ailleurs, là, on le voit avec l'instabilité des marchés. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'or, qui est une monnaie précieuse qui est appréciée. Donc, absolument. Et il y a beaucoup de crypto-monnaies. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont égales. Il y en a qui préservent mieux la confidentialité. Il y en a qui sont moins décentralisées que d'autres. Donc, j'invite les gens que ça intéresse à aller voir ça attentivement. Mais effectivement, on peut un peu voir potentiellement certaines crypto-monnaies, à tout le moins, comme le pendant décentralisé de la monnaie numérique de banque centrale qui serait centralisée aux mains de l'État, alors que la crypto-monnaie proprement dite, elle est aux mains des citoyens et davantage décentralisée. Donc, effectivement, c'est un peu le pendant numérique du cash, mais à mon avis, ça ne remplacera jamais totalement le cash qui, je pense, doit être préservé dans la société. Léo, est-ce qu'on serait à un clic d'un totalitarisme numérique? Écoute, c'est un terme fort, mais honnêtement, si Jean-François, si je t'avais dit il y a 10 ans que l'État allait interdire à tout le monde de sortir après 10 heures le soir pendant plusieurs mois, ce qu'on a connu pendant la pandémie, malheureusement, tu m'aurais pris pour un fou. Ouais. Fait qu'on ne sait jamais, en fait. Puis moi, pendant la pandémie, honnêtement, il y a certains aspects qui me rappelaient une certaine forme de totalitarisme sanitaire. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir... est-ce qu'un tel outil, la MNBC, pourrait être utilisé pour imposer une autre forme de totalitarisme, disons, light? Ouais. Peut-être. On n'est pas à l'abri. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète personnellement. En parlant de contrôle d'ingénierie sociale, il y a un autre levier où l'élite mondialiste semble vouloir utiliser pour transformer nos vies, puis je parle de l'idéologie climatique. Puis à ce chapitre, Mark Carney et sa femme occupent une place centrale. Et tu parlais justement d'un livre qu'il a écrit. Je suis en train de lire ce livre-là. Et quand je regarde le livre que Mark Carney a écrit et je lis le livre du Great Reset, c'est sensiblement les mêmes données qu'on trouve là-dedans, mais adaptées au changement climatique versus l'autre, le Great Reset, qui est l'effondrement de la monnaie pour pouvoir amener quelque chose d'autre. Mark Carney s'est bâti par une réputation internationale pour le net zero. Mais c'est encore un objectif climatique où c'est devenu une stratégie de contrôle social à l'échelle mondiale qui serait déguisée en vertu écologique. Bien, la question se pose et dans le cas de Mark Carney, ce que tu disais sur son livre qui est un peu la version verte du Great Reset, c'est pas surprenant parce qu'on sait que c'est l'homme de la grande caste internationale qui se tient avec les Ghislaine Maxwell et les Klaus Schwab de ce monde, voilà, ouais. du Forum économique mondial. Donc, c'est pas surprenant que ces gens-là aient des idées très semblables. Et la femme de M. Carney, qui est Diana Carney, est une militante écolo très radicale, probablement encore plus radicale que lui. C'est elle qui le pousse dans une direction, disons, net zéro et très liberticide, disons ça comme ça. Et en ce moment, on voit que M. Carney, évidemment, reprend en gros le programme
de Poilièvre tente de se faire passer pour justement un modéré, voire quelqu'un de centre-droit sur certaines questions. Mais ce que je veux dire aux Québécois, c'est ne soyez pas dupes, parce que cet homme-là, on sait très bien quelle est son idéologie. C'est une idéologie écolo-radicale, liberticide, autoritaire. Et inquiétez-vous. Inquiétez-vous, entre autres... par exemple, pour prendre juste un exemple concret pour votre voiture à essence. Si vous aimez votre voiture à essence, lui, il va l'interdire. Ça a commencé déjà sous Trudeau. On a aussi une telle interdiction au Québec de prévu, mais c'est une interdiction totalement irresponsable pour plusieurs raisons. Mais c'est quelque chose que, certainement, si M. Carney est réélu dans quelques semaines, ou est élu, parce qu'il n'a pas encore été élu, c'est quelque chose qui va nous imposer, absolument. Comment Léo, vous expliquez le paradoxe qui existe entre la suspension de la taxe carbone, alors que lui, au niveau du climat, il est à l'opposé de ce qu'il vient de faire pour le Canada? Bien, c'est très simple, c'est que la taxe carbone est devenue profondément toxique d'un point de vue politique. Donc, il n'a pas eu le choix de s'en débarrasser. Mais déjà, de s'en débarrasser, il faut être attentif. Il l'a suspendu. Il l'a suspendu pour les consommateurs au Canada anglais, parce que les Québécois, on a notre propre système. Par contre, il va la maintenir pour les entreprises, c'est-à-dire les industries, voire même, il va l'augmenter. Et ce qui est assez étonnant ou assez étrange, c'est qu'il y a quelques semaines, M. Carney ciblait spécifiquement les aciéries canadiennes, qui effectivement, on sait que, bon, il y a les menaces tarifaires, etc. Il y a beaucoup de travailleurs de l'acier, par exemple, qui s'inquiètent pour leur emploi. Mais M. Carney a dit, les aciéries, ce sont de grands pollueurs, donc moi, je vais augmenter considérablement la taxe carbone sur les aciéries pour les punir. Donc, c'est ça aussi son programme, c'est-à-dire, OK, les consommateurs ne vont pas payer directement une taxe carbone, mais ils vont la payer indirectement parce qu'évidemment, les coûts des entreprises augmentant, ils vont augmenter leur prix. Puis en même temps, ça va rendre nos entreprises à nous moins compétitives alors qu'on est en situation de guerre commerciale. C'est complètement fou. Dans le fond, c'est juste un moyen détourné de refiler quand même cette taxe carbone aux consommateurs. C'est pernicieux. C'est pernicieux, c'est ça le terme. Absolument. Carney a comparé son engagement environnemental à celui de Greta Thunberg. Je vais juste prononcer son nom comme faux. Greta Thunberg. Est-ce qu'un premier ministre qui s'aligne avec une militante radicale et instable comme Greta Thunberg est réellement apte à gouverner un pays comme le Canada, selon vous? Ben non, c'est pas un programme sérieux. Et Greta Thunberg, avec tout le respect que je lui dois, là, c'est pas justement, c'est pas une climatologue, c'est pas une économiste ou quoi que ce soit. Je veux dire, au Québec, au Canada, on va avoir besoin d'essence, entre autres, et de gaz naturel pendant des décennies. Donc, nous, notre message à Québec Fair, entre autres, c'est de dire, bien, quitte à, mettons, consommer du gaz naturel, autant consommer le plus possible du gaz naturel québécois, autant mettre en valeur nos propres ressources, enrichir nos familles et développer une certaine autonomie énergétique et créer de la richesse au Québec pour être moins dépendant de la péréquation. Mais on a l'impression que notre classe politique et que M. Carney au fédéral, eux, leur programme, c'est Greta Thunberg. C'est faire plaisir à Greta Thunberg. Mais Greta Thunberg n'a jamais été élue, là. Les Québécois et les Canadiens ne l'ont jamais élue. Puis les Québécois et les Canadiens sont en faveur des pipelines, sont en faveur de l'exploitation des ressources naturelles. Je sais que parfois, on pense que les Québécois sont contre, mais en fait, c'est faux. Et c'est pas nouveau. Il y a une majorité qui est en faveur de la mise en valeur de l'ensemble de nos ressources depuis plusieurs années maintenant. Malheureusement, la classe politique a peur d'une petite minorité d'activistes écologiques radicaux qui sont très vocaux, mais qui, encore une fois, représentent une petite minorité de la population. Ouais. Ça serait quoi la catastrophe? Et là, je sors un petit peu de ce qu'on avait planifié ensemble. Ça serait quoi la catastrophe? Parce qu'en péréquation, on va quand même chercher cette année, 2024-2025, 13,3 milliards de dollars en péréquation. On entend toutes sortes de choses avec le 51e État américain, que le Canada pourrait devenir le 51e État américain, puis Trump poussait énormément là-dessus. Là, il a fait peut-être table rase, il s'est calmé un peu depuis les élections, mais on entendait toutes sortes de choses par rapport à l'Alberta qui pourrait être tenté, à travers un référendum, peut-être de devenir ce 51e État-là, alors que gros de notre péréquation qu'on reçoit au Québec provient de l'Alberta. Ça pourrait être quoi les conséquences si l'Alberta emboîtait le pas pour devenir américain? Là, c'est de la politique fiction, mais effectivement, on peut supposer en théorie que M. Carney, disons, est réélu,
Les Albertains sont très mécontents. Disons que les Albertains auraient voté massivement conservateur, ce qui est probablement ce qui va arriver. Et donc, qu'il y a un mouvement séparatiste, un mouvement souverainiste beaucoup plus fort en Alberta et que, en théorie, l'Alberta se séparerait du reste du Canada. Dans un tel scénario, qui est relativement improbable, mais disons, dans un tel scénario, effectivement, le Québec toucherait beaucoup moins de péréquation, entre autres choses, entre autres changements. Et je pense qu'à terme, le Québec, lui aussi, quitterait la Fédération canadienne. Donc, ironiquement, en tout cas, si vous tenez au Canada, je pense que M. Carney, c'est peut-être le début de la fin du Canada, potentiellement. Ah oui, vous avez raison. À Davos, Carney fréquente les plus grandes fortunes du monde tout en prêchant la sobriété énergétique pour les classes moyennes. Ne sommes-nous pas là, en face d'une hypocrisie de l'élite qui impose des sacrifices au peuple tout en vivant eux-mêmes dans le luxe et l'exemption? Bien, absolument. Carney, c'est l'exemple parfait de cette élite mondiale qui, justement, se rend à Davos, donc en Suisse, en jet privé à chaque année, pour donner des leçons au petit peuple qui conduit des Ford F-150 puis qui ose sortir le barbecue 3-4 fois par année. Là. C'est ça, en fait. C'est ces gens-là extrêmement hypocrites. Ces donneurs de leçons absolument insupportables. Bien, Carney est peut-être le meilleur exemple. En fait, c'est l'exemple caricatural de cette classe politique internationale. Et effectivement, c'est littéralement... Écoutez, j'ai un exemple récent. Il va y avoir une COP, là, je ne sais plus c'est quelle COP, parce qu'on est rendu à COP 39, je ne sais pas quoi, là. Mais il y a une COP, donc réunion internationale sur la biodiversité, qui va se tenir en Amazonie. Et pour cette grande messe, écologiste internationale, ils ont rasé une partie de la forêt amazonienne, ils ont construit une autoroute, ils ont construit un endroit pour faire atterrir les avions, les jets privés. Donc, ça monte. Et donc, ils ont effectivement réduit la biodiversité en Amazonie, qui est évidemment une région qui est menacée. Donc, ça montre toute l'hypocrisie de cette caste-là. Alors que, tu sais, des mesures, tu sais, on ne peut pas être contre l'écologie. On ne veut pas... certes, l'environnement, c'est important, la santé de nos enfants, etc., tout ça est important. Mais une mesure écologique concrète, dans le fond, au Québec, qui serait bonne pour la planète, ce serait, au lieu d'importer, par exemple, des hydrocarbures étrangers, au lieu d'importer du gaz naturel américain, au lieu d'importer du pétrole albertain, ce serait d'en produire ici dans la mesure du possible. Comme ça, ces ressources-là n'auraient pas à être déplacées sur des milliers de kilomètres avant d'arriver au Québec. Ça serait une bonne chose pour la planète. Mais évidemment, les militants écolos, radicaux, eux, ils ne veulent pas entendre ça. Non. Ils sont dans un schème de pensée extrémiste, fanatique, qui vise l'interdiction carrément des voitures à essence, des poêles au gaz, etc., etc. Ils veulent radicalement modifier notre mode de vie, voire carrément, ils veulent interdire aux citoyens de voyager. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jean-François, il y a quelques mois. En tout cas, moi, ça m'a marqué, je l'ai vu. Il y a, dans la presse, je pense, un texte d'opinion qui mettait de l'avant le principe de passeport carbone. Donc, ça serait comme le passeport sanitaire ou le passeport vaccinal, mais carbone. Donc, les gens pourraient, disons, se déplacer en avion une fois par année, puis après ça, tu ne peux plus te déplacer en avion. Donc ça, c'est un projet liberticide, et je sais que ça sonne conspirationniste, mais c'est vrai. Passeport carbone, il y a des gens qui l'ont évoqué, des universitaires, des intellectuels, entre guillemets, et c'est ce genre de truc-là qui moi, m'inquiète, et qui est d'autant plus enrageant que ces gens-là qui mettent ça de l'avant, ben eux, ils se déplacent en jet privé, puis c'est comme si les règles ne s'appliquaient pas à ces gens-là. Ouais. Les règles, c'est pour le petit peuple. Il n'y a pas, Léo, comme une genre d'hypnose sociale où les gens ont pratiquement suspendu leur conscience ou leur capacité de réfléchir. Quand on en vient, vous et moi, à élucider l'irrationnel de raser une partie de la forêt amazonienne pour pouvoir implanter justement une conférence, COP quelque chose, COP, peu importe le nombre où on est rendu dans les nombres, il y a comme un manque de rationalisme. Ça fait beaucoup plus de dommages que si, comme vous l'avez évoqué, on prenait avantage de nos ressources ici. Il y aurait encore, à travers ça, j'imagine, ou j'ose croire, plus une philosophie d'écologique, de faire attention justement à notre planète que de faire ce qu'on est en train de faire sous un argumentaire qui ne tient pas la route. Là. Bien, absolument, absolument. Puis on peut prendre d'autres exemples. Là, j'ai pris l'exemple de l'exploitation des ressources locales, mais un autre exemple connu, c'est que les militants écolos radicaux
qui évidemment nous disent la planète va exploser dans 5 secondes à cause évidemment des changements climatiques, on sait très bien que la source d'énergie que la plupart des pays pourraient adopter, qui permettrait de produire beaucoup d'électricité de manière fiable et de manière décarbonée, entre guillemets, qui est le terme qu'ils emploient, c'est évidemment le nucléaire. Ouais. Mais il y a beaucoup d'écolos qui détestent le nucléaire de manière carrément irrationnelle. Donc, c'est là qu'on voit que c'est presque une religion, en fait. Ouais. C'est plus vraiment une idéologie, c'est une sorte de religion verte. Absolument. L'écologisme est en fait une religion. L'agenda climatique radical du couple Carney, taxes, interdictions, transformation des marchés, est-il compatible avec les valeurs de liberté, de propriété, de prospérité pour les familles canadiennes? Bien, c'est sûr que M. Carney, encore une fois, se présente comme un modéré, comme un homme presque un progressiste conservateur. Mais quand on lit son livre, on réalise, comme tu le disais toi-même, que c'est une forme, c'est un peu un Great Reset vert. Donc, c'est vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Là. Ouais. Ça ressemble à ça. Donc, je pense qu'il y a matière de se méfier, disons, de cet homme-là et de son programme, de ce qu'il souhaite réellement faire. Est-ce que Léo, leur vision post-fossile et leur obsession du net zéro émission ne préparerait pas, dans le fond, le terrain à un contrôle social accru basé sur le crédit carbone et puis l'identité numérique? On est en droit de se poser ces questions-là. Encore une fois, j'ai évoqué la notion de passeport carbone il y a quelques minutes. C'est quelque chose qui se discute dans ces cercles-là, c'est-à-dire l'idée de contrôler les déplacements des citoyens à des fins climatiques. Ouais. On a vu aussi le fameux concept de ville 15 minutes, des villes, je pense que c'est en Angleterre, qui, dans le fond, réglementaient ou limitaient les déplacements des citoyens. On a vu la même chose en France aussi. Donc, c'est quelque chose de très inquiétant. Ça peut venir ici. Les gens, il y a beaucoup de gens qui font preuve d'une certaine complaisance, qui se disent non, ça ne nous arrivera pas. Mais encore une fois, on ne peut pas prévoir l'avenir. Et le meilleur moyen d'éviter de telles dérives, c'est de limiter de manière intelligente les pouvoirs de l'État. C'est-à-dire que de faire en sorte que, par exemple, pour revenir à la monnaie, que la monnaie numérique de banque centrale, que si ça existe, en tout cas, ça soit très, très encadré, parce que les gouvernements peuvent facilement abuser de ça. Croyez-vous que le Canada pourrait risquer de devenir un laboratoire d'ingénierie sociale vert sous un gouvernement Carney au détriment des classes moyennes, des travailleurs et des communautés rurales? Bien, oui, c'est une possibilité. Et pour revenir à l'exemple des véhicules, de l'interdiction des voitures à essence, tu sais, l'interdiction, ou comment dire, la guerre à l'auto, c'est d'abord une guerre contre les familles. Okay? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et c'est particulièrement vrai en région rurale, parce que élever une famille sans auto à Montréal, à Québec, ça se fait. C'est pas évident, mais ça se fait. C'est possible. C'est ça, mais à Amqui ou à Natashquan ou à Nord-Métal, là, en Abitibi... On oublie ça. C'est ça, on oublie ça. Fait que cette guerre-là des gouvernements, et là, pour le coup, c'est autant le gouvernement fédéral libéral que le gouvernement de la CAQ qui veulent interdire les voitures à essence. C'est profondément irresponsable. Ça va coûter très cher au peuple. D'ailleurs, si les gens sont contre cette interdiction-là, ce qui est certainement mon cas, je les invite sur québecfier.org / de mémoire, c'est interdiction voiture, mais don't quote me on this, comme disent les Polonais. Donc, sur Québec Fier, vous allez voir, il y a une pétition contre l'interdiction des voitures à essence. D'ailleurs, la majorité des Québécois s'y opposent, avec raison. Ils savent très bien que c'est un projet fou, irresponsable, et éventuellement, les gouvernements vont devoir l'admettre. On espère que ce soit plus tôt que tard. Oui. Merci, Léo Dupire, d'avoir été avec nous ce soir. Les gens peuvent vous suivre à quel endroit? Vous avez évoqué Québec Fier, mais y a-t-il d'autres endroits où on peut suivre ce que vous faites? Bien, essentiellement, c'est moi qui gère la page Québec Fier depuis 2022. Donc, Québec Fier, comme vous l'avez dit, on est sur Facebook. On vient d'atteindre 200 000 abonnés, mais on est aussi sur YouTube, X, Instagram, etc., etc. Il y a aussi québecfier.org, qui est notre site. Vous allez retrouver plusieurs pétitions et ce qu'on appelle des lettres types, donc pour contacter vos politiciens pour une raison ou une autre. Par exemple, une autre pétition qu'on a, c'est pour la préservation des sports féminins,
contre le délire trans là, qui évidemment est en train justement de tuer le sport féminin. Et si vous aimez beaucoup ce qu'on fait, il y a un lien évidemment pour contribuer sur notre site parce que, comme vous vous en doutez, on ne reçoit pas de subventions ni de Québec, ni d'Ottawa, ni de Valérie Plante ou que sais-je. Donc, on a besoin de la générosité des Québécois. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Vous savez, le programme de Mark Carney et de sa femme dépasse l'environnement. C'est une vision qui menace nos libertés, notre mode de vie et même notre humanité. On ne peut pas bâtir une société juste sur la peur ou le contrôle. Il faut revenir à ce qui donne du sens, la liberté, la vérité, la dignité humaine, et pour ceux qui le cherchent ou qui le recherchent, la foi. Assurément, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un plan climatique, mais d'un vrai espoir. Et cet espoir, on ne le trouve ni dans des modèles économiques, ni dans les algorithmes. On le trouve dans une personne, Jésus-Christ. Lui seul peut restaurer le cœur de l'homme, renouveler nos familles et relever une nation. Et c'est justement parce que l'espoir ne se trouve pas dans la peur ni dans le contrôle que nous devons oser exposer les mensonges qui façonnent aujourd'hui notre époque.